Qu'est-ce que les gouvernements ils font normalement quand l'inflation elle est élevée? Les choses commencent à monter les prix, les gens commencent à protester, les gens commencent à devenir, commencent à demander aux politiciens que les choses sont chères, donc ils ont peur de ne pas être élus à nouveau. Donc qu'est-ce qu'ils font normalement? Par via des règles, ils vont faire l'augmentation des taux d'intérêt. Donc ils vont dire aux banques, écoutez, il faut faire les taux d'emprunt plus chers. Écoutez, maintenant, on va augmenter les taux directeurs. Donc, c'est ça qu'ils font. Ils vont dire aux banques pour augmenter les taux d'intérêt. Et pourquoi? L'augmentation du coût d'emprunt, ok, donc ils vont augmenter ces intérêts composés, des taux d'emprunt, et ça va causer la réduction des investissements. Donc, imaginez, vous voulez investir sur acheter une maison. Ça devient plus cher, les intérêts sont plus élevés. Une société va aller à la banque, prendre un emprunt pour investir sur une deuxième usine. Elle va réfléchir 2 ou 3 fois avant de prendre l'argent parce que ça va être plus compliqué de payer les crédits. Donc, ça va réduire les investissements. Augmenter les intérêts hypothécaires, ça c'est clair. Si ça augmente l'argent pour acheter de la maison, pour investir sur les biens immobiliers, ça va aussi réduire la consommation. Ça va réduire ça va causer une baisse du secteur IMO, pardon. Et ça va inciter aussi à l'épargne. Les gens vont épargner parce que si les taux d'intérêt deviennent plus chers, peut-être les gens qui allaient acheter une maison, bah, ils vont attendre 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc aussi, ça fait la réduction de la consommation. Les gens vont investir plutôt, laisser l'argent dans les livrets pendant des périodes compliquées de marché. Et tout ça, ça va causer des autres choses comme la réduction de la croissance, mais ça va baisser l'inflation. Dans un premier coup, c'est cool parce que ça va baisser l'inflation. Mais de l'autre côté, ça va réduire la croissance de beaucoup de secteurs. Ok? Et du coup, c'est les sujets du live que je voulais discuter avec vous. En plus de ça, juste pour redonner un contexte aussi, ce week-end, j'ai participé d'un événement d'entrepreneurs au Brésil. Et du coup, c'était vendredi soir, samedi, pendant toute la journée, à 8h, 20h, et dimanche pareil. Et là-bas, il avait des gens de plusieurs secteurs, etc. Et il avait un analyste financier là-bas aussi, un mec qui travaille sur un bureau d'analyse financière pour la plus importante société du Brésil. Donc, ils ont des milliards et milliards sous gestion et tout. Et du coup, il disait, ouais, mais avec les taux qui montent, du coup, j'échange les portefeuilles des clients et tout, parce qu'ils font la gestion, là, ils font la gestion pour des clients, vous voyez. Et quand je regarde ça, je dis, ok, quelle est la rentabilité du portefeuille? Et du coup, il m'a montré, je dis, ok, mais ça arrive même pas proche de SP500. Je comprends parfois des portefeuilles que l'objectif, c'est pas de battre les indices. Je sais pas, peut-être vous jamais, vous pensez pas ça, mais je peux comprendre la création d'un portefeuille avec du stock picking qui bat pas les marchés. Je comprends parce que peut-être l'objectif c'est de diminuer la volatilité. Peut-être l'objectif c'est juste de choisir les actifs et ne pas acheter un ETF parce que la personne n'aime pas. Donc il y a plusieurs raisons subjectives aussi qui font les gens acheter un portefeuille, acheter les actions et ne pas battre les marchés. Tant pis, ok, c'est comme ça. Mais ce qui me gêne, c'est l'effet de dire ok, les taux augmentent, donc on change les portefeuilles, on change 80% des actions de portefeuille. Cette stratégie top-down de regarder la macroéconomie et après décider quels sont les secteurs gagnants et ensuite acheter des sociétés, pour la majorité des gens, c'est une mauvaise stratégie. Ça peut fonctionner avec des fonds multimarchés, des fonds d'investissement qui investissent à l'international parce qu'ils ont plusieurs taux d'intérêt dans le monde entier. Mais pour la majorité des particuliers, ça ne sert pas. Et si vous allez sur BFM Business, sur des autres chaînes YouTube et des autres économistes, même super connus et même des gens compétents, mais ils donnent des astuces qui pour les particuliers, ça ne sert pas. Et c'est là les soucis. Les particuliers écoutent des avis, écoutent des opinions qui ne servent pas aux particuliers, qui servent à la société, qui servent aux politiciens, qui servent à quelqu'un qui est plus riche, mais qui ne servent pas à quelqu'un qui est un particulier qui épargne 200 €, 1000 € par mois. C'est ça que vous devez aussi filtrer dans votre tête. Les taux d'inflation ont augmenté, donc les taux d'intérêt ont augmenté. Donc je quitte la bourse. Bah, ça existe un commentaire plus con que celui-là. Je ne peux pas imaginer un commentaire d'un économiste plus con que ça. On a vu, par exemple, dans les portefeuilles de ma formation, là je parle de ma formation parce que c'est quelque chose de touchable, parce que c'est moi qui fais. Mais imaginez les portefeuilles de quelqu'un d'autre aussi.
Pendant que les taux d'intérêt augmentent, on a investi sur des sociétés immobilières, même des sociétés immobilières, Two Brothers et Cavco. Les deux sociétés étaient tellement sous-évaluées parce que tout le monde ne voulait pas les sociétés, parce qu'elles étaient les taux d'intérêt augmentent, donc il faut vendre les sociétés immobilières. Et c'est exactement dans cette période qu'il faut acheter les sociétés immobilières. Les sociétés sont sous-évaluées. Une société qui fait la vente pour les plus riches, elle aura la tendance de toujours gagner de l'argent, même avec les taux d'intérêt élevés. Une société comme Cavco qui vend des maisons modulaires pour les plus pauvres. Ce n'est pas la classe moyenne ni les pauvres, c'est vraiment les gens qui veulent acheter une maison la moins chère possible. Ces gens-là, ils vont payer 50 000 euros sur une maison, 45 000 $, pardon, 50 000 $. Donc c'est un type de société, même avec les taux d'intérêt élevés, qui va gagner de l'argent parce que la mensualité de crédit pour les gens qui sont plus pauvres, c'est bas, les gens arrivent à payer. Donc, il faut comprendre les contextes de chaque société. Il faut comprendre si votre stratégie s'adapte à ces changements des macroéconomies ou si vous voulez simplement garder le maximum de temps possible une société dans votre portefeuille. C'est ça que vous devez penser. Est-ce que la majorité des choses que vous écoutez sur les médias, sur YouTube, sur les journaux, est-ce que ça sert pour votre stratégie? Si ça ne sert pas, il ne faut pas écouter, quoi. C'est simple comme ça. Je suis analyste financier et je regarde les nouvelles, je regarde les revenus, je regarde les investing ou investir une fois par mois, une fois tous les 2 mois et à chaque fois que je suis dessus, je me dégoûte, quoi. C'est pour ça que je préfère, dans la majorité des fois, écouter des interviews avec des gestionnaires des fonds d'investissement qui sont rentables. Vous voyez les 20, 30% ou même 10% qui arrivent à battre les marchés. Écoutez ces mecs-là. Écoutez William Higgins, écoutez les gérants de fonds en mandarine. Les fonds ont des frais élevés. Parfois, ce n'est pas trop intéressant pour les particuliers. Certains fonds, des autres sont intéressants. Mais au moins, on a des choses à apprendre avec quelqu'un qui joue sa peau, avec quelqu'un qui gagne de l'argent, avec quelqu'un qui gagne de l'argent tous les temps. Pas des gens qui vont vendre la paire simplement pour gagner de l'argent. Vous voyez? Ces lives-là, ils servent juste pour que je puisse sortir des choses qui sont dans ma tête et dans ma bouche, que je suis fatigué d'écouter. Et je sais que ça va aider quelqu'un. Si ça va aider seulement une personne qui est en train d'écouter des bruits dans les marchés, je suis déjà content avec ces lives.